Est-ce que vous savez que le média d'extrême gauche Street Press vient de réaliser une levée de dons de 120 000 € dans l'unique objectif d'harceler la droite, de la diaboliser, de fonctionner en délateur et de faire dissoudre des associations de droite. Alors Livre Noir a décidé de réagir. Nous avons lancé une grande campagne de dons pour créer un pôle enquête sur l'extrême gauche et l'islamisme. Nous avons déjà récolté 20 000 €. Nous devons atteindre 50 000 € au 31 décembre. Alors rendez-vous dès maintenant sur www.livrenoir.fr. Vous pouvez faire un don défiscalisé à 66%. C'est à vous de jouer. Bon entretien. Romain Maréchal, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Nous sommes ravis de vous recevoir pour cet entretien. Vous êtes le fondateur du projet de plateforme Épopée, qui est une plateforme contenant des reportages, des documentaires, des films qui visent à faire vivre un renouveau au cinéma français. C'est souvent qualifié une plateforme qui est faite pour les amoureux de la France. On aura l'occasion d'y revenir au cours de cet entretien. Avant de commencer cet entretien, je rappelle à nos abonnés que nous sommes en pleine campagne de levée de dons. Nous recherchons actuellement 50 000 € de façon à créer un pôle enquête chez Livre Noir. Nous souhaitons activement enquêter sur l'islamisme et l'extrême gauche en France. Donc voilà, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don pour Livre Noir. Et je rappelle également que nous avons en kiosque notre magazine qui est disponible depuis le 8 décembre, qui s'appelle Une terre, deux peuples, qui pose la question de la guerre civile en France, dans lequel nous avons des personnes, des renseignements qui sont venus livrer des scénarios, des prospectives. Donc voilà, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas également à soutenir notre équipe de Livre Noir qui a fait un gros travail. Je confirme, je l'ai eu entre les mains. Merci Romain Maréchal. Commençons justement avec ce projet de plateforme que j'évoquais en introduction. Justement, pourquoi, premièrement, évidemment, cette idée de créer ce projet de plateforme qui est novateur, il faut le dire, dans le paysage français? Alors d'abord, merci pour votre invitation. Alors effectivement, cette plateforme, elle vient d'un constat très simple. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir lors de l'entretien, mais à un moment donné, dans mon parcours, je me suis retrouvé à l'étranger, je me suis expatrié littéralement à l'autre bout du monde, donc en Australie. C'est 17 000 km à vol d'oiseau, voilà, faut le savoir. J'avais besoin un petit peu de me prouver aussi, j'ai fait plein de petits boulots et j'y suis resté presque un an. Et en fait, j'ai constaté, l'image extraordinaire de la France à l'international, et du coup, par contraste, parce que je faisais moi-même partie de ces gens-là, j'ai réalisé que les Français ne réalisaient pas forcément la chance qu'ils avaient de vivre dans un pays aussi riche, aussi développé, que ce soit culturellement, intellectuellement, au niveau des infrastructures, etc. Et donc, j'ai nourri cette idée de vouloir moi aussi apporter ma pierre à l'édifice en mettant en valeur ce patrimoine. Et vu que mon mantra, en tout cas mon slogan, c'est d'unir, d'allier l'innovation au service de la tradition, et ben je me suis dit, quoi de mieux qu'une plateforme VOD pour justement mettre en valeur ce patrimoine. C'est quelque chose d'ailleurs qui est assez surprenant, c'est que souvent les Français à l'étranger, alors une partie des Français à l'étranger dévalorisent leur propre pays quand ils vont dans les pays étrangers. Donc les étrangers sont souvent surpris que les Français disent du mal à leur pays, alors qu'eux ont une image, justement, un imaginaire, on aura le temps d'y revenir, mais positif finalement de la France. Et je parle pas même des Japonais qui rêvent encore de la France des années 60-70, même si à certains égards l'image s'est quand même ternie, mais c'est quelque chose d'assez surprenant, j'imagine, quand on va à l'étranger. C'est sûr, je souris parce que moi, quand j'arrivais en soirée en Australie et que je disais que j'étais parisien, que je venais de Paris, j'avais fait déjà 80% du travail, quoi. Donc, je ne fais pas partie de cela, en tout cas. Alors, mais justement, donc ce projet, qu'est-ce qu'on va concrètement y retrouver? Est-ce qu'il y a des acteurs qui vous soutiennent? Est-ce qu'il y a des films déjà disponibles? On y retrouve quoi dans ce projet? Alors, dans ce projet, bon, déjà, il faut partir du principe que c'est un pari. Assez ambitieux, hein. Faut le reconnaître, ça demande beaucoup de moyens, la création audiovisuelle, parce qu'évidemment, en fait, on ne se rend pas forcément compte. Moi-même, je ne viens pas de cet environnement-là.
D'ailleurs, tant mieux, parce que je pense que j'aurais jamais développé ce projet si j'ai dû venir de cet écosystème-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de contraintes. On ne se rend pas compte d'un point de vue logistique ce que c'est une production, mais c'est des cadreurs, des ingénieurs son, des étalonneurs, c'est toute une équipe de tournage à gérer, des régisseurs, etc. Donc en fait, dès qu'on part sur un format, vu qu'on vise la qualité évidemment, et ben, tout de suite, c'est toute une troupe qui se met en place. Et donc du coup, évidemment, ça multiplie le facteur de gestion des hommes parce qu'évidemment, c'est moins simple de gérer 3 personnes que d'en gérer 7 ou 8. Quoi. Donc, oui, évidemment. Mais donc, du coup, l'idée de la VOD, c'était ça, c'était de se dire, il y a YouTube qui existe, qui foisonne en termes de contenu. Il y a beaucoup de contenu amateur, semi-amateur. Il y a même du pro, parce qu'il y a même des productions financées par le CNC qui se retrouvent sur YouTube. Mais ça reste quand même de la masse dans sa grande majorité. Il y a, à titre d'exemple, le Puy du Fou maintenant qui se lance dans le cinéma. Sauf qu'en fait, il y a un vide énorme entre les deux. Et moi, j'avais envie de trouver le juste milieu entre industrialiser la production de contenu au service de la France avec un niveau d'exigence élevé. Donc c'est pour ça qu'on a développé justement cette idée de plateforme VOD, parce que le modèle économique, étant donné que c'est un abonnement mensuel à terme, c'est justement ça nous impose de créer en permanence des nouveaux programmes, des nouveaux contenus, et du coup de s'entourer de professionnels passionnés qui eux-mêmes justement vont pouvoir avoir cette autonomie artistique, de pouvoir créer aussi des œuvres, d'être force de proposition. Et donc, en réalité, c'est pour moi la meilleure solution pour justement créer du contenu en masse et de qualité. C'était cette plateforme VOD. J'imagine que c'est également créer des habitudes chez les gens, parce que c'est vrai qu'à la base, les gens n'ont pas forcément... Ils vont chercher un contenu sur YouTube, ou alors ils vont au cinéma, et c'est vrai que sur cette plateforme VOD, ils n'ont pas encore l'habitude, même si, évidemment, Netflix existe, mais ils ne se disent pas ça peut exister en France, quoi. Ah, ben en fait, ça peut sembler contre-intuitif, mais les gens sont, pour plus de 55% des Français déjà abonnés en fait à une plateforme VOD. Ah d'accord. Donc c'est colossal et il reste encore donc 50% du marché à découvrir. Là, je crois que pour 2023, on va être autour des 2 milliards d'euros de ce que ça représente en termes de marché et ça va continuer à évoluer parce que maintenant tout le monde a un smartphone, une tablette, un ordinateur tout le temps en permanence. En fait, on est tout le temps connecté à Internet. Et c'est ce qu'a bien compris des grandes entreprises comme Netflix, par exemple, qui est précurseur dans ce domaine-là, de la VOD. Mais donc non, en fait, énormément de gens déjà consomment de la VOD. Et ce qui est assez surprenant, et ça fera lien avec la synthèse que je voudrais faire à terme avec ce projet. Ce qui est assez intéressant, c'est que les plus de 50 ans sont abonnés à une plateforme pour, je crois, la majorité, c'est 67% des plus de 50 ans sont déjà abonnés, en fait. Donc, c'est une énorme majorité. Plus on vieillit, en fait, plus la population vieillit, plus elle est abonnée à de la VOD. Déjà parce qu'elle a le pouvoir d'achat, elle a peut-être plus le temps aussi. Et donc en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer... Comment ? Canal+ a peut-être aussi permis ça, non ? C'est Sûrement. Une génération qui a dû s'abonner. Sûrement. Mais en fait, les gens ont vraiment pris le pli de la consommation, du divertissement sur des outils numériques. Donc en fait, c'est un environnement très porteur. Et qu'est-ce qui, du coup, va différencier Épopée d'un Netflix ? Ce qu'on va retrouver de différent par rapport à Netflix ? Ouais, c'est une très très bonne question parce que évidemment ça fait partie des questions que nous sommes posées au début de l'aventure. Quelle était notre proposition de valeur en fait, notre valeur ajoutée ? Vous l'aurez remarqué sur Netflix notamment, il y a beaucoup d'idéologie qui est infusée dans pas mal de programmes. Ça nous vient malheureusement de l'autre côté de l'Atlantique où évidemment il y a des grands changements politiques et donc et ce sont des anglo-saxons de fait. Donc, on ne va pas laisser les anglo-saxons, on a eu le cas de la jurisprudence Napoléon, on ne va pas laisser les anglo-saxons nous expliquer, reprendre nos personnages et nous expliquer notre culture, autant le faire nous-mêmes. Donc, en fait, une plateforme qui fait la promotion de la culture française. 2, une plateforme 100% française, c'est-à-dire que toutes nos équipes, notre production, tout se passe en France. Et donc, c'était ça l'idée, c'était la proposition de valeur qu'on voulait amener. Évidemment, être une alternative à Netflix,
ça semble très très ambitieux, voire totalement déconnecté de la réalité, parce qu'il faut le reconnaître, sur Netflix, il y a des contenus qui sont formidables, des documentaires notamment, j'en ai vu un sur la Formule 1 qui est très bien, sur le Tour de France. Là, j'ai vu une série de 3 épisodes sur Schwarzenegger, que j'ai trouvé passionnante. Donc, il faut être cohérent. Évidemment que Netflix existe et continuera d'exister et ils produisent des choses intéressantes, évidemment. Maintenant, je pense qu'il est de notre devoir aussi, nous en tant que Français, de développer une plateforme avec le même modèle économique, mais qui fait la promotion de notre culture, afin de permettre au plus grand nombre, justement, de découvrir et de redécouvrir ce qu'est la France. Tout à fait. Alors, on l'a abordé en lame de fond au début de l'entretien, c'est-à-dire qu'on a parlé de l'imaginaire collectif des Français. Donc, c'est sur ça que j'ai l'impression qu'Épopée se fonde aussi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on le dit souvent, alors encore a fortiori dans le camp, on va dire, patriote, qu'il y a un désenchantement du monde, c'est-à-dire que les personnes regrettent une nostalgie des années 50, 60, par rapport à une époque qu'ils n'ont parfois pas connue, qu'on fantasme aussi. Et il y a tout un imaginaire français qui s'est brisé après ces années-là. Justement, quelle est votre analyse de la chose sur ce désenchantement du monde et qu'est-ce que vous voulez promouvoir comme imaginaire ? C'est très intéressant comme question, merci, parce qu'en fait, j'en ai fait partie de ces gens-là. On parlait de Borsalino, donc ce film des années 60, avec justement Delon et Belmondo dans le Marseille de l'époque. Et moi-même, j'ai été frappé, même de mélancolie, plus que de nostalgie, après le visionnage de ce film, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on voit l'état de Marseille aujourd'hui, forcément, on ne peut être que désespéré, hélas. Et en fait, j'en suis revenu de cet état d'esprit-là, parce que j'ai regardé dans le rétroviseur de l'histoire de France, et j'ai compris qu'en fait, il y a eu beaucoup de situations très compliquées, et on y reviendra, je pense, au cours de l'entretien, et que finalement, on s'en est toujours sorti. Et donc, plutôt que de se morfondre et de constater qu'effectivement, tout ne tourne pas rond en France actuellement, je me dis, servons-nous justement de toute cette technologie à notre disposition, de toute cette innovation de tous les jours, pour aller de l'avant, pour construire la France de demain. C'est pour ça que moi, j'ai voulu prendre à bras-le-corps ce sujet du numérique avec une plateforme VOD totalement dématérialisée, parce que je suis convaincu que grâce à cette technique-là, on va pouvoir amener justement notre vision du monde et continuer à être ce phare que le monde regarde. Donc je comprends ces gens-là, effectivement, et nous venons avec ce projet justement parce que l'audiovisuel est universel s'il est bien fait, et parce qu'on peut réussir à toucher les gens et à leur donner une autre vision de ce qu'est la France. Voilà, c'est une sorte d'antidote, si je puis dire, à cette nostalgie ambiante. Et donc c'est exactement le projet qu'on développe chez Épopée, cette vision. Et est-ce qu'il c'est un peu dans la ligne que ce qu'a pu faire un peu le Puy du Fou ? C'est-à-dire, mais totalement. Est-ce qu'il y a par exemple une idée d'un roman national derrière ? Totalement. Alors, le Puy du Fou, c'est une fabuleuse réussite. C'est la preuve que c'est possible, en fait. C'est-à-dire de développer un projet qui est assis sur des valeurs traditionnelles et qui, en même temps, le Puy du Fou développe des dizaines, voire a déjà développé des centaines de brevets. Innove en permanence, s'exporte à l'international, donc c'est que ça fonctionne. Aujourd'hui, on est parti de ruines d'un château pour arriver à 2,5 millions de visiteurs l'année passée. Donc en réalité, ça fonctionne. C'est totalement possible d'être ancré dans le réel, ancré dans la modernité, tout en promouvant des traditions et des valeurs et un art de vivre, en fait, qui nous est propre. Donc oui, le Puy du Fou, c'est formidable parce qu'il est précurseur en la matière et nous, on s'inscrit évidemment exactement dans la même dynamique. Il faut qu'il y en ait, dans 10 ans, il faut qu'il y en ait 10 des Puy du Fou. Chacun dans son couloir de nage et dans son secteur d'activité bien précis. Mais évidemment que le Puy du Fou est un formidable exemple. Surtout qu'on sent qu'il y a une véritable appétence, c'est-à-dire du public français. J'en veux pour preuve qu'avec des petits moyens, un petit temps de réalisation, le film Vaincre ou mourir a vraiment, ça a été une réussite. Les Français, malgré, on peut parler d'hécatombe du film Napoléon, étaient en demande de ce film, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une appétence aussi pour ce film-là. Je vois d'ailleurs que sur Netflix, les films historiques fonctionnent bien. Je pense à un film qui s'appelait Narvik ou d'autres. Il y a des films historiques qui fonctionnent bien et effectivement, on sent que le cinéma français est prêt, en vérité, que le public français est prêt à cette demande de films historiques.
C'est très intéressant, je partage totalement votre intuition. À titre d'exemple, pour abonder dans votre sens, sur Épopée, aujourd'hui, on a mis à disposition déjà, même si on est dans une dynamique de campagne de préfinancement, on a déjà mis des échantillons à disposition, parmi lesquels donc, des reportages et documentaires, et une émission culturelle qui s'appelle Panthéon des héros, où on parle justement, on raconte un récit, un épisode historique, au travers duquel des Français ont brillé par leur intelligence, leur courage et leur panache. Et justement, donc, on raconte l'épisode de la bataille de la Marne, qui est un épisode, je dirais, un tournant majeur de la Première Guerre mondiale. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce format, c'est que c'est celui qui a généré le plus de réactions. Donc, alors que, le contraste est là, c'est celui qui nous a demandé le moins de moyens. C'est-à-dire qu'il y a le moins d'acteurs, ça a été moins de jours de tournage, moins de post-prod, etc. Même s'il y a de l'infographie, donc on a complété, si je puis dire, le fait que ce soit un récit. Mais c'est très intéressant de se rendre compte que, en fait, c'est un des sujets qui a le plus fait réagir notre auditoire. Donc, je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que les Français sont férus d'histoire et justement, on n'attend qu'une chose, c'est qu'on puisse répondre à ces attentes. Et justement, à ce sujet, j'aimerais avoir votre analyse, c'est-à-dire que on se demande, mais pourquoi on n'a jamais eu un film sur, je ne sais pas, l'intervention du GIGN à Marignane, on n'a jamais eu un film sur la bataille de Cambronne. Pourquoi, depuis 30 ans, les réalisateurs français ne l'ont pas fait? Est-ce que c'est une idéologie? Est-ce que c'est un manque de financement? Est-ce que c'est un manque de volonté, de moyens? Quelle est votre analyse sur ça? Pourquoi ça ne s'est pas fait avant? C'est-à-dire qu'Épopée, ça aurait pu se faire finalement, je ne sais pas, dans les années 90 ou dans les années 2000. C'est très intéressant. Humblement, mon avis... Je pense que si ça ne s'est pas fait, c'est parce que il y a eu un discours, malheureusement, depuis les années 70, ça correspond à peu près à l'époque « Touche pas à mon pote », de dénigrement de la culture française et je dirais même de son peuple. C'est à l'époque où on a vu apparaître la figure du beauf. Il y a eu, donc touche pas à mon pote, ou comme quoi il y aurait, donc les Français seraient racistes de manière primitive et intrinsèque et qui n'auraient rien à faire. Il y a eu beaucoup d'intellectuels de gauche qui ont évidemment voulu abaisser l'image que pouvaient avoir les Français d'eux-mêmes pour justement donner aux nouvelles populations une sorte de légitimité concernant le fait de pouvoir exprimer leur culture d'origine, etc. Ce qui n'était absolument pas le modèle français. Ça, c'est le modèle anglo-saxon, c'est absolument pas notre modèle. Nous, on a un modèle d'assimilation normalement. Et donc, il y a plusieurs acteurs. Moi, je pense qu'il y a, donc, d'un point de vue idéologique, des gens qui ont voulu abaisser cette ferveur qui caractérisait la France. Quand on pense à la Grande Armée et qu'on voit dans l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est quand même terrible. Et donc, même si j'aime pas dénigrer, moi, je m'impose toujours, quand je réfléchis à une problématique, d'apporter du positif. Là, vous me posez une question de constat, donc je suis obligé de donner mon avis sur une situation et sur les causes de cette situation. Donc malheureusement, je fais un peu de négativité. Maintenant, si je veux être dans une démarche positive, il n'en tient qu'aux gens de bien, justement, d'apporter la solution à ces influences-là qui ont malheureusement créé ces situations. C'est-à-dire que c'est parce qu'on n'a pas voulu réagir et investir davantage, ce qu'a très bien fait le Puy du Fou, par exemple, mais pas, je dis pas, Puy du Fou a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire, mais je veux dire, au niveau de l'opinion publique, c'est aussi à chacun, en responsabilité, de prendre à bras-le-corps le sujet de la défense de son patrimoine et de son héritage, de ce qu'il a reçu, de ce qu'il va transmettre. Je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'ai maintenant, là, je me suis marié il y a 2 ans et demi, j'ai déjà 2 enfants. C'est comme ça, et donc ça me motive encore davantage dans le fait de leur léguer justement cet héritage. Et donc pour revenir à votre question, on en est là aujourd'hui parce que les gens de bien n'ont pas suffisamment réagi face, c'est la fameuse phrase, le mal existe parce que les gens de bien le laissent en fait s'accomplir, hélas. Mais donc c'est ça l'idée, c'est de se dire qu'en fait il faut impérativement se donner les moyens de développer justement ce qui fait notre singularité dans le monde, et d'autant que en plus aujourd'hui avec le discours qu'on entend woke, etc. Je pense qu'on en reviendra. Vous avez invité Samuel Fitoussi, justement, j'ai presque... Ouais, très intéressant, son livre Woke Fiction. Forcément, c'est dans le thème, donc je suis obligé, c'est la littérature, je suis obligé d'avoir. Mais c'est un vrai plaisir. Justement, maintenant, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a enfin une réaction face à ces influences-là.
Livre noir aussi, on a un exemple. Merci. J'ai une question. C'est-à-dire que là, on parle quand même un public qui est, je pense, à droite, qui est quand même patriote. Mais est-ce qu'on a des créatifs à droite et chez les patriotes? C'est-à-dire qu'on a souvent quand même l'impression que la gauche, elle est quand même plus créative, qu'elle a quand même plus d'idées pour se développer. Est-ce qu'on a vraiment des créatifs, des personnes comme ça dans le camp patriote pour justement aller vers des projets comme ça? Ouais, Napoléon était de droite ou de gauche? Ah, ça. Mais c'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on se met nous-mêmes des barrières dans l'esprit. C'est vrai que l'establishment, si je puis dire, le CNC, le service public, la télévision, etc., évidemment, a préempté, selon moi, la culture et donc du coup les moyens pour financer la production de contenu. Mais en fait, il suffit juste de se bouger, quoi. Et c'est justement la force de quelqu'un comme Éric Tegner avec Livre Noir et humblement nous chez Épopée, c'est de se dire maintenant, il faut des hommes porteurs d'une vision positive et qui amènent, qui organisent justement cette reconquête des esprits, évidemment. Donc non, moi je pense que c'est simplement une question de volonté. C'est comme en politique, hein. C'est une question de volonté. Et pour poursuivre, justement, moi j'aimerais bien en apprendre un peu plus sur vous. C'est-à-dire que vous êtes un jeune et vous êtes entrepreneur. Et justement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'entreprendre en France? Est-ce que c'est compliqué quand on est jeune? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés auxquelles vous attendiez pas? Est-ce que dans d'autres pays, c'est quand même plus simple ou vraiment en France, c'est possible et ça se fait? En France, tout est fait pour entreprendre. C'est impressionnant. Brièvement, hein, d'un point de vue professionnel, moi j'étais dans l'immobilier avant de créer Épopée. J'ai fait un tour d'investisseur pour pouvoir lever au moins le minimum pour pouvoir se lancer, etc. Mais oui, donc du coup, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu tous les systèmes qui sont mis en place, notamment l'aide à la création d'entreprises, qui en fait permet d'avoir des revenus et donc de développer une activité, et donc du coup, de basculer cette charge salariale dans la possibilité d'embaucher des gens. Parce qu'en fait, on a besoin d'équipes pour développer une activité. C'est d'ailleurs la force d'un entrepreneur. Pour moi, si je devais donner une définition simple de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir les capacités d'aller chercher les personnes les plus compétentes dans leur domaine et de les réunir derrière une vision commune. C'est ça pour moi l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est pas le meilleur dans son domaine. Un entrepreneur, c'est celui qui a la vision et qui du coup va chercher les meilleurs talents pour la réaliser. Donc oui, effectivement, je trouve qu'en France, tout est fait pour qu'on puisse entreprendre. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Après, il y a une question de mentalité. Comme je disais, en fait, mon expérience d'entrepreneur, moi, je constate que l'innovation, il y a 3 stades de l'innovation. D'abord, c'est impossible. Donc ça, c'est le moment où on va lever des fonds, on fait son PowerPoint et on se prend des vestes dans tous les sens. Mais c'est comme la drague, hein. Au bout d'un moment, on devient champion du monde. donc ça, c'était une expérience formidable, parce que forcément, c'est dans l'adversité qu'on évolue, jamais dans la complaisance. Donc quand on vient avec un projet aussi ambitieux, évidemment, on prend des casseroles. Et c'est tant mieux. Je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas pris ces casseroles. Mais donc d'abord, c'est impossible. C'était la phase de la levée de fonds. Ensuite, ça devient possible parce qu'on est là, on a une plateforme avec des contenus qui ont été produits. C'est pas que c'est pas impossible, ça devient, comment je dirais, ça marchera pas. Voilà, ça c'est la deuxième phase de l'innovation. Ça marchera pas, oui d'accord, okay, ça va tenir quelques mois, ça marchera pas. Bon, on est en plein dedans et on est en train de lever des fonds et finalement c'est en train de marcher. Et puis dans quelques mois, ça c'est la dernière phase, on dira, oui c'était évident, c'est une évidence. Et toutes les entreprises en fait innovantes ont suivi justement ces différentes phases. C'est de se dire bien sûr qu'en fait il fallait le faire. Une plateforme de vidéo à la demande qui fait la promotion de la culture française. Mais il suffit de voir l'engouement qu'il y a derrière des émissions comme Thalassa ou des Racines et des ailes, que évidemment que ça va fonctionner. Mais voilà, on est dans ce deuxième stade. Bon, déjà on a passé la phase impossible, donc c'est déjà pas mal. On respire un peu. Maintenant, on est dans la phase de c'est pas possible. Non, on va continuer à travailler avec mon équipe et puis on va montrer que en fait, c'était une évidence, cette plateforme. Donc voilà. Et vous, c'est-à-dire que c'est vrai que vous avez dit, on a compris que c'est une question aussi d'imaginaire collectif français, de la volonté de créer Épopée. Mais vous, c'est quoi les épopées, du coup, qui vous ont passionné quand vous étiez plus jeune? Qu'est-ce qui vous a bercé? En fait,
C'est vrai que moi déjà j'ai été mordu par l'histoire à la lecture de l'Histoire de France de Jacques Bainville. C'est ça qui m'a donné le virus, quoi, si je puis dire. Je me suis mis tardivement à la lecture parce que je suis dyslexique, dysorthographique, donc j'ai eu un parcours scolaire assez mouvementé. On aura l'occasion d'y revenir peut-être. Mais du coup, je crois que c'était au lycée vraiment que je me suis mis à beaucoup lire. D'ailleurs, un des premiers livres que j'ai lu, c'était un livre de Julien Rochdy, qui s'appelle Le Marteau, je crois. Donc je passe de la dédicace, que j'aime beaucoup son travail. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir cette sorte de boulimie. Et l'histoire de France, il y a deux façons de la présenter. Il y a la façon très scolaire, avec des dates totalement désincarnées, qui malheureusement, moi, ne me plaît pas, parce que je pense que c'est pas la bonne méthode. La preuve, il suffit de voir maintenant le peu de connaissances partagées sur le sujet. Et puis, il y a la deuxième façon de faire, qui est celle justement de Philippe de Villiers, aujourd'hui son fils, qui est de parler du roman national et d'expliquer en fait comment, le pourquoi, des conséquences, les causes et comment en fait ça a évolué à travers des hommes en réalité. Et donc moi, si je devais brièvement donner certains épisodes de l'histoire de France qui m'ont marqué et qui nourrit justement cette vision que j'ai de la France, qui en fait tout est possible, il faut suffire de regarder vers l'avenir et justement de se réunir et de s'organiser. Il y a la guerre de 100 ans où Sainte Jeanne d'Arc est venue sauver la France. Il y a Napoléon qui quand même arrive et arrive à vaincre toute l'Europe alors que la France est à feu et à sang après la Révolution et qu'en fait elle était à la merci de tous ses ennemis. Et enfin, là, plus récemment, c'est quand même un tour de force magistral qu'a fait le général de Gaulle, comme quoi la pensée, la psyché peut réussir à changer le monde, où en fait, il récupère la France dans un état lamentable. Il arrive à faire croire, ma vision, mais c'est comme ça que je l'interprète, il arrive à faire croire au monde entier qu'on a gagné la guerre, aux Français prioritairement, parce qu'il faut savoir que les Français, c'était catastrophique, la situation psychologique et même physique. Ils ont perdu plus de 10 kilos en moyenne. C'était puis battus, vaincus, occupés. C'était terrible. La situation était terrible. Et rien que par la force de Gaulle, de conviction de Gaulle, on a réussi après à avoir les 30 Glorieuses et les années les plus fastes de la France. On a eu le Concorde, le nucléaire. Tout a été... on rayonnait à travers le monde. Et alors que la France était dans un état lamentable quelques années auparavant. Mais donc, du coup, si je devais parler des épisodes, moi, qui m'inspirent, ce sont ceux-là. Ce sont ces épisodes où, en fait, on se dit que même dans les pires situations, grâce à la Providence, ça c'est ma conviction, on arrive à avancer et à se renouveler. J'aimerais qu'on revienne sur une vision un peu plus, du coup, générale de l'animation. On voit que Disney, récemment, justement, elle revient sur ses positions. Ça fait, je pense, 10 ans qu'ils étaient rentrés dans une façon d'aborder l'animation de manière plus woke. On le voyait avec des changements de couleurs, des personnages, des personnes de transgenres et autres dans leurs dessins animés. Finalement, ça n'a pas eu les succès escomptés. Non. Et on voit qu'aujourd'hui, ils reviennent sur ça. Est-ce que vous, justement, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous dites qu'il y a peut-être justement une possibilité d'aller ailleurs dans l'animation? Mais en fait, c'est peut-être une des qualités du capitalisme, c'est qu'il y a un principe de réalité qui s'applique, en fait. Pourquoi ils sont revenus? Parce qu'ils ont pris une gifle en bourse, Netflix, Disney+, etc. Et qu'en fait, ils se sont rendus compte que ce dogme, qui est le wokisme, parce que c'est un vrai dogme, pour moi, c'est vraiment une nouvelle religion. On en reparlera, je pense, au cours d'entretien. Mais en fait, les gens... C'est-à-dire qu'il y a le petit écosystème élitiste, évidemment, qui ne pense qu'à ça et à ces théories. Et puis, il y a le monde, en fait, qui continue d'avancer. Et évidemment, on a tous en tête le scénario de notre enfance, de Disney, La Belle au bois dormant, ou tous ces grands films qui ont bercé notre enfance. Et en fait, ce qu'ils produisent aujourd'hui ne correspond plus à ce qui avait fait leur succès avant. Et voilà. Ils ont été sanctionnés pour ça et ils y reviennent et c'est tant mieux. Et sur l'animation française, que les personnes, beaucoup de gens ne savent pas, mais en France, on est très très fort en animation, en animé. Beaucoup de domaines où on est très très fort et où malheureusement nos talents s'exportent. Tout à parce fait. Que pas reconnus ou parce qu'on leur donne pas l'opportunité d'exprimer leur art. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que dans l'animé français,
on a des possibilités de création énormes. Et justement, est-ce que ça vous inspire des choses pour Épopée? Est-ce qu'il y a des projets qui... je vous le fais pas dire. Je vous le fais pas dire. Donc j'ai effectivement, comme vous, constaté qu'en France, on avait des très grands talents dans l'animation. Et que, justement, moi, je pense que c'est important de s'inspirer de ce qui a existé, évidemment, de tous ces films très connus, voilà, 7e compagnie, Les Finesses, etc. Mais maintenant, il faut créer des nouvelles œuvres, en adéquation avec leur temps. Inspiré toujours des traditions de cet art de vivre qu'on connaît. Et donc, je pense qu'il faut, à un moment donné, dans le projet, il avait été question de faire de l'acquisition de dessins animés de l'époque. Peut-être une fois la vie, voilà, ce genre de dessins animés des années 90. Et en fait, je ne voyais pas vraiment la valeur ajoutée, déjà parce qu'ils sont disponibles partout, et parce qu'en plus, les enfants des années 90 ne sont pas les enfants d'aujourd'hui. Et donc, on a commencé à vouloir développer un scénario de dessin animé. Et donc là, les choses avancent bien. Je peux déjà vous dire qu'un scénario a été sélectionné. Ce scénario, il reprend la chanson de Roland, qui est la chanson de geste, en fait, qui fait la promotion des valeurs de la chevalerie, du courage et comment je dirais, de la détermination. Et donc, on est en train de développer un projet d'animation, donc de dessin animé, qui va s'appeler La légende de Roland. Et en fait, à travers cette figure emblématique du chevalier Roland, et justement, développer tout un dessin animé autour de Roland et des 12 preux qui l'entourent, et donc de Charlemagne et de toute cette épopée, en fait, qui est la chanson de Roland. Donc oui, bien évidemment, on travaille, nous sommes sur tous les fronts, si je puis dire. Le docu, le reportage, les émissions culturelles, le dessin animé, c'est très important aussi de produire des œuvres pour les enfants, de la série de fiction et bien d'autres aventures. Bien sûr, j'en parle d'autant plus qu'on me le reproche chez Livre Noir, mais moi j'aime bien les mangas. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie appétence du manga en France. Donc effectivement, le dessin animé, il y a un public pour. Ah, mais en complètement. France. Mais alors, je connais pas vos collaborateurs. Je connais pas tout le monde chez Livre Noir, mais en fait, c'est intéressant. C'est-à-dire que soit on continue avec nos œillères, on avance, jusqu'à un moment où l'écosystème va se réduire de plus en plus parce que, de fait, on ne s'adresse pas au monde. Soit on prend acte du fait que vous aimez bien les mangas, voilà, c'est comme ça. Et du coup, on apporte donc cette tradition, cet art de vivre, cette culture française vient un prisme, je dirais, un support qui vous plaît et qui plaît à beaucoup de gens, parce qu'évidemment, le salon du manga, c'est impressionnant en termes d'engouement. Donc, c'est intéressant d'un point de vue des idées, la manière dont ça arrive. Et je rebondis sur un mot que vous avez prononcé tout à l'heure, c'était être en adéquation avec son temps. C'est-à-dire qu'effectivement, l'une des craintes, je vous le dis comme ça, qu'on pourrait avoir avec Épopée, c'est-à-dire d'avoir quelque chose un peu poussiéreux. Non mais, je le dis franchement, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bon, ça va être les vieux films, d'accord. Finalement, si on veut regarder ça, autant on préfère toujours l'original à la copie, et donc on ira sur les vieux films. Et qu'est-ce qui fait, comment est-ce qu'on est en adéquation avec son temps, justement, sur ces projets-là ? On a développé, en fait, Épopée, c'est une plateforme de distribution, VOD, mais il y a la société de production, en fait. C'est important aussi que vous reveniez dessus, c'est-à-dire que vous produisez et vous distribuez. C'est justement, pour répondre à votre question, c'est que c'est un choix éditorial. Soit on achète des choses qui existent déjà, ce qui pour moi n'est pas une grande valeur ajoutée, parce que vous tapez n'importe quel film sur Internet, vous avez 6 ou 7 plateformes qui vous le proposent déjà. Soit on prend vraiment à bras-le-corps le sujet de la production audiovisuelle au service de la France et on développe notre propre outil de production et notre propre équipe de réalisation. D'où le côté ambitieux que j'entends beaucoup en ce moment. Mais en fait, pour moi, c'est là le nerf de la guerre, parce que c'est grâce à ces outils de production qu'on arrivera justement à innover et à produire de nouvelles œuvres en adéquation avec leur temps. Je donne un autre exemple. Donc, on a développé une société de production qui s'appelle La Pointe de l'Épée Production, qui fait
pas que du coup de l'audiovisuel, du divertissement. Là maintenant, on développe nos activités je dirais, promotion des institutions, des associations, des leaders aussi, des chefs d'entreprise. En fait, notre slogan est simple, c'est promouvoir l'homme, évidemment avec un grand H, donc promouvoir l'homme et faire rayonner sa vision. C'est ça, moi, l'enjeu. En fait, une fois de plus, si notre proposition de valeur ne correspond pas au marché, on est mort. Parce que moi, je m'inscris vraiment dans une dynamique entrepreneuriale. On ne demande pas de dons, on demande des abonnements. Donc, de fait, ce système capitaliste va nous obliger d'affiner notre proposition de valeur. Et typiquement, le fait de créer une société de production qui elle-même va créer des œuvres audiovisuelles nouvelles, ça nous inscrit directement et on incarne cette volonté d'innovation. Voilà. Et moi, je suis convaincu que sur la base d'intrigues, je dirais de la littérature française ou même de l'histoire de France, on peut réussir à faire des films extraordinaires. On ne va pas rentrer dans le détail de Ridley Scott avec Napoléon, mais en tout cas, la preuve qu'aujourd'hui, je crois que c'est un des films qui marche le mieux au box-office et on ne lui reproche pas d'avoir pris un sujet très, 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 très moderne, quoi. Mais c'est intéressant. Quoi. C'est intéressant de regarder son histoire. Pardon ? Vous en avez pensé quoi, ce film ? Je l'ai trouvé... c'est anglo-saxons qui parlent de l'histoire de France, donc ils le font à leur sauce, c'est en inadéquation. Moi, j'ai beaucoup plus aimé le film avec Christian Clavier, que j'invite tout le monde à regarder d'ailleurs, qui est génial pour le coup, en termes de références historiques et même en termes de jeu d'acteurs, de bataille. C'est beaucoup plus intéressant que... En fait, ce que fait Ridley Scott, c'est pas Napoléon, c'est un film à part. C'est même pas... Enfin, c'est inspiré si on veut. Oui, il y a un peu de saupoudrage historique, mais en réalité, c'est une autre histoire. C'est pas la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de responsabilité à un moment des Français ? C'est-à-dire, les Français disent beaucoup, nous, on aimerait avoir des films historiques, mais parfois, quand il y a des films historiques qui sont produits, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas aussi le soutien qui était escompté. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment aussi une responsabilité des Français qui doivent à un moment se mobiliser et soutenir les gens qui veulent, en fait, qui essaient, qui tentent, qui produisent. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois dire il n'y a pas de production et en même temps ne pas soutenir financièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une responsabilité dans ce sens-là ? En fait, c'est difficile dans le sens où déjà beaucoup des films qui sont produits aujourd'hui le sont grâce à des financements publics. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un film comme Vaincre ou mourir, à titre d'exemple, je crois qu'il est sorti à la même époque que le nouveau, que l'ancien nouveau du coup, Astérix et Obélix. Et en fait, Astérix et Obélix, c'était dans plus de 2000 salles, je crois, alors que Vaincre ou mourir, c'était 200. Ouais. Vous voyez Il y a des subventions, mais mais c'est hyper intéressant casting, de voir justement la différence de traitement et ce qui est assez et pourquoi c'est un pari gagné pour Vaincre ou mourir, parce qu'en fait les gens s'y sont précipités grâce à la publicité de Libération. On aura l'occasion d'y revenir sûrement. mais donc voilà, en fait l'idée c'est ça, c'est que c'est possible. Il faut se donner les moyens. La preuve, ça réagit parce que les gens sont allés voir le film. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la création audiovisuelle est sursubventionnée et que si on veut pouvoir, à terme, voir des œuvres vraiment en adéquation avec ce qui a fait la grandeur de la France, il faut soutenir, c'est un moment pub, mais il faut soutenir des initiatives comme Épopée, mais pas que. Il y a plein d'initiatives, évidemment, qu'on peut soutenir. Si on n'a pas le temps de s'engager physiquement, il faut aussi soutenir financièrement, c'est le nerf de la guerre. Et donc non, il faut multiplier les initiatives pour pouvoir répondre à tous les besoins. Et Épopée, en tout cas, c'est la vision d'Épopée, c'est sa mission, c'est de répondre à ce besoin de création de contenu audiovisuel au service de la France. Vous souhaiteriez une critique de Libération en une qui pourrait la une ou notre critique de Libération ? Oui, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Évidemment. D'ailleurs, ça m'a rassuré. Je me suis dit, c'est bien, au moins ça va dans le bon sens. Case est cochée. Ouais, c'est ça, exactement. Avant même que la plateforme sorte. Donc très intéressant, c'est-à-dire qu'ils nous ont daubé, ils ont tiré sur l'initiative avant même que la plateforme existe. Après, faut pas oublier que Libération, ce sont les mêmes qui ont donc fait leur une sur Vaincre ou mourir en le dénigrant, qui ont dénigré aussi la cérémonie d'ouverture avec Jean Dujardin sur le village français, qui fait la promotion des traditions et du savoir-faire artisanal, justement. C'est intéressant. Ça leur a pas plu. C'est étonnant, alors que pourtant, normalement, ça devrait être fédérateur. Mais il y avait une certaine France aussi, du coup, on en revient un peu années 50, 60. Oui, moi je la connais, cette France. Elle existe. On a à titre d'exemple, on a un reportage qui s'appelle Ceux qui font la France, où c'est une jeune reporter, Carla, qui part aux quatre coins de la France donner la parole
à des personnalités inspirantes qui font vivre des traditions. À titre d'exemple, on allait au Cadre Noir de Saumur, donc qui sont les représentants, les ambassadeurs de la tradition équestre française. On a suivi un rallye automobile de voitures anciennes en Sologne. Là, on est en train de réfléchir à des nouveaux sujets, justement. Je ne peux pas trop en dire parce que c'est en préparation, mais toujours dans le thème de mettre en valeur ceux qui font vivre ces traditions. Mais donc, ce n'est pas antinomique. C'est pas poussiéreux, ringard ou réac de faire vivre des traditions. Au contraire, c'est hyper noble. C'est faire vivre ce qu'on a reçu pour le transmettre. C'est forcément hyper positif. Mais donc, tout ça pour revenir à nos amis de Libération, effectivement, on a eu le droit à notre article dénigrant et d'ailleurs, on les attaque en diffamation parce qu'ils ont eu des mots totalement... Libération, quoi. Enfin, bref. Mais donc, tout ça pour dire que, évidemment qu'on a eu le droit à notre petite critique de nos amis de Libération. Et du coup, vous venez de l'évoquer, j'ai bien compris, il y a à la fois donc, une phase animée, une phase de film, mais j'ai l'impression qu'il y a cette production aussi culturelle, documentaire qui est réalisée. Je le dis, juste petite parenthèse, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément l'historique de Libération, c'est ceux qui avaient fait la promotion de la pédophilie dans les années 80. Ouais. Je le dis quand même parce que c'est intéressant. Nous, on veut faire la promotion de la France, désolé. C'est une petite pub. Voilà. Je préfère le rappeler parce que certains pensent que Libération, forcément, c'est un label, c'est-à-dire tellement grand média. Mais voilà, c'est mieux aussi de le rappeler. Connu, voilà, c'est quand même mieux de le rappeler. Ouais, bien sûr. J'invite les gens à faire de la recherche. Et justement, je disais qu'il y a cette dimension, donc oui, documentaire, reportage, effectivement, qui est une autre aile c'est l'aile principale aujourd'hui. Qui est l'aile principale. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on y va étape par étape. D'accord. On a fait nos armes avec des reportages documentaires et des émissions culturelles. Donc ceux qui font la France, Panthéon des héros, l'Odyssée du vin, avec Joseph Péty, qui nous emmène découvrir justement ce qui fait ce ciment civilisationnel qu'est le vin. Et à travers lui, forcément, aller voir tous les acteurs qui font battre le cœur de nos régions, producteurs locaux, des artisans vignerons. Et donc, voilà, on suit lors de cette Odyssée Joseph, qui est un des cofondateurs du Canon français, donc c'est dire s'il connaît son sujet. Mais pourquoi je parle de ces sujets-là ? Il y avait Parole d'experts aussi, qui tourne autour de la vente d'objets anciens dans l'univers de Drouot, justement. Pareil, comment matériellement se réapproprier l'histoire de France. On donne les clés aussi à travers ce format sur la vente aux enchères. Mais pour répondre à votre question, donc, il a fallu y aller étape par étape. Reportage, documentaire, émission culturelle, dessin animé, série de fiction, spectacle, et en fait, à terme, tout le panel du catalogue, d'un catalogue audiovisuel, je dirais, VOD, classique. Voilà, l'idée, c'est vraiment que on fait du divertissement. Je le dis parce que c'est important. Chez Épopée, il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas d'objectif politique. Il y a un objectif, effectivement, de réaffirmation culturelle face à une époque où, malheureusement, les Français, je pense, font le constat comme moi que, évidemment, on a une époque où il faut redonner des clés de compréhension de ce qu'est notre civilisation et notre nation. Donc c'est juste ça. Moi, dans mes équipes, comme dans les gens qu'on interviewe, comme chez les artistes avec qui on travaille, il y a une pluralité de pensées et je dirais, je ne demande pas qui est encarté où. Chacun fait ce qu'il veut. L'unique objectif, c'est de faire la promotion de la France de toujours. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, tous ceux qui veulent justement aider à la promotion de la culture française sont les bienvenus chez Épopée. Et il n'est pas sujet de faire de la politique, il est sujet de faire du divertissement. Ce qu'on veut, c'est que les gens, après une dure journée de labeur, rentrent chez eux, s'installent et profitent de pouvoir s'installer dans leur canapé en regardant du contenu qui leur permet de se détendre et en même temps, un côté ludique, c'est-à-dire leur permet de découvrir aussi la variété folle de la culture française. C'est quoi les retours que vous avez justement des gens qui ont pu accéder à vos documentaires, pour l'instant, par exemple, le cadre de Saumur et autres ? Alors c'est intéressant, donc comme je vous disais là sur le Panthéon des héros, beaucoup de retours. Après je vais pas me jeter des fleurs, mais globalement le pari est réussi parce qu'en fait ce que je voulais avec cette plateforme c'était professionnaliser la création de contenu au service de la France et donc du coup je dirais le commentaire qui est le plus revenu c'est waouh c'est professionnel c'est beau.
Voilà. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis le paquet sur la photographie, le fait d'avoir des images de drone, la qualité du son. Voilà. Tout ça, c'était vraiment, ça a été apprécié et je suis très content pour ça parce que c'était vraiment un enjeu. Soit on faisait de la quantité, ce qui existe déjà sur YouTube, donc je ne voyais pas l'intérêt, soit on fait de la qualité, mais à ce moment-là, forcément, on réduit le nombre de productions, mais sur les productions qu'on fait, on met le paquet. Je suis content parce que c'est la réaction qu'a eu le marché, c'est de dire oui, la qualité est là. Maintenant, il y a un problème de profondeur des catalogues, parce que comme je vous disais, on est sur un système de préfinancement, mais on a déjà une plateforme fonctionnelle avec déjà des échantillons, donc il y a un petit problème, on brouille un peu le message en faisant ça, mais comme je vous disais, j'avais hâte de sortir de cette phase de l'impossible, donc il a fallu activer cette stratégie-là, mais très très vite, je pense qu'on va basculer vers l'abonnement mensuel, c'est en cours. Évidemment, plus on a de gens qui s'abonnent, plus ça nous permet d'avancer la date de cette ouverture avec une application mobile et un service VOD lambda. Mais pour ça, il faut que les gens nous soutiennent, il faut qu'ils apportent leur contribution. Soit en s'abonnant, ça c'est le nerf de la guerre, je vous apprends rien. Soit en repartageant, en parlant autour d'eux. À titre d'exemple, moi je le sais très bien, on a un abonnement là annuel de soutien, qui est une offre de lancement. Donc, il y a plusieurs paliers, mais le premier palier est à 100 €. On ne peut pas faire moins, parce que sinon, en fait, on ne répondra pas à cet impératif de qualité. Et je sais que c'est un effort important. Je sais que tous ne peuvent pas le faire. Moi-même, j'ai des enfants, voilà, je suis dans la vie active, c'est compliqué. Donc, on a mis en place un 4 fois sans frais via PayPal pour déjà faciliter l'effort. Et puis, deuxièmement, l'idée, c'est que ceux qui peuvent aujourd'hui nous aider le fassent. C'est pour ça que c'est une question de synthèse aussi, on va en discuter, je pense. Mais en fait, aujourd'hui, notre cible, c'est majoritairement les conservateurs, 50 ans, parce qu'en fait, ce sont eux qui ont le pouvoir d'achat et qui comprennent notre initiative. Eux, il faut qu'ils nous soutiennent en masse. Parce que grâce à eux, on va pouvoir demain s'adresser aux 20, 30 et même encore aux plus jeunes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, chacun doit faire sa part dans l'effort. Moi, je suis prêt à donner ma vie pour ce projet. Ça me semble que c'est impératif de créer, je pense pour moi, un outil de promotion culturelle comme celui-ci. Mais pour que ça puisse fonctionner, il faut que chacun, effectivement, y mette du sien. Je sais que ce n'est pas évident au vu de la situation. Ceux qui n'ont pas les moyens ou qui sont jeunes, qui fassent la promotion du projet via les réseaux sociaux, qui s'abonnent à nos réseaux sociaux et qui nous aident à faire rayonner notre initiative en s'inscrivant à la newsletter. C'est aussi bête que ça. Hein. S'inscrire à la newsletter, la partager à ses proches, déjà, ça aide le projet. Et puis, évidemment, ceux qui peuvent nous aider à financer, il faut qu'ils nous aident à financer le projet pour qu'on puisse justement produire. Et à terme, tous les process seront en place pour qu'il y ait une création de contenu perpétuelle. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. C'est quoi votre rêve avec Epopé? C'est Jean Dujardin dans un film? C'est le rêve final, l'aboutissement, on va dire? Mon rêve avec Epopé, c'est qu'on ait des créations de contenu. Alors, ce qui est intéressant avec Epopé, c'est que du coup, c'est un modèle où il faut faire des saisons, des séries en fait. Donc déjà, ça se différencie du cinéma. Et moi, mon rêve, c'est qu'on ait plusieurs séries phares justement qui permettent de s'améliorer, de se développer et d'aller chercher effectivement tous les talents qui existent dans l'audiovisuel. Je pense, c'est mon avis, hein, quand je prends de la hauteur, qu'il y a un basculement qui est en train de se faire au niveau de l'opinion publique. Une fois de plus, il y a un principe de réalité qui s'applique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'actualité nous le rappelle tous les jours, hélas. Mais donc, du coup, je suis convaincu qu'à terme, le rapport de force va s'inverser et qu'en fait, les gens vont vouloir justement aider ce genre d'initiative et même les acteurs de cet environnement-là. À titre d'exemple, moi, quand j'ai lancé Epopé, du coup, je suis allé à la recherche de réalisateurs et de professionnels du milieu qui avaient des vraies compétences dans le domaine. Et ça a été un soulagement pour eux de me dire enfin une initiative dans laquelle je ne serais pas brimé. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent, ou en tout cas, ils n'ont pas le droit d'être simplement fiers de leur pays, mais en plus de ça, il faut qu'ils abondent dans le sens de ceux qui les emploient. Nous, on est très très libre intellectuellement, vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, tant que vous apportez votre pierre à l'édifice et que la France en est embellie, c'est parfait. Mais je le dis parce que, évidemment, je pense qu'ils sont très 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 nombreux, au vu des échos que j'ai, dans l'audiovisuel, à en avoir marre de cette espèce de dictature idéologique, du wokisme notamment.
pour justement basculer vers d'autres projets. Mais le problème, c'est toujours le même sujet, c'est les moyens. On part d'un modèle qui est subventionné à base de dizaines, centaines de millions d'euros à un modèle où on crée tout de zéro. Voilà, Epopé, c'est parti de zéro. C'est pour ça que je vous parlais de ces étapes d'innovation. Et justement, alors on revient même au début de la discussion, justement, sur ce wokisme-là que vous évoquez. Vous diriez qu'il y a peut-être du coup une minorité dans le cinéma qui fait pression sur le reste, finalement, par rapport idéologiquement, et qu'il y en a quand même une grande partie qui aimerait pouvoir, on va dire, avoir de nouvelles fenêtres de tir par rapport au cinéma, par rapport aux séries, aller explorer de nouvelles choses, et que finalement ils sont brimés aujourd'hui, bridés plutôt. Une fois de plus, moi je me conforme à la réalité. Je ne projette pas mes fantasmes et mes envies ou mes dogmes sur la société telle qu'elle existe. Je fais avec les retours de terrain que j'ai. Moi, les gens avec qui je travaille, il faut savoir que chaque production, chaque programme, c'est une dizaine de personnes à chaque fois. Donc des infos, j'en ai. Et puis c'est des professionnels pour le coup. Parce que je peux pas, j'ai pas le droit à l'erreur, vous l'aurez compris. Donc du coup, moi, les infos que j'ai, c'est ça. Il y en a marre. Il y en a marre, c'est inquiétant. Qu'il y ait une telle pression idéologique sur nous qui sommes des techniciens ou des artistes. Une fois de plus, je renvoie à l'excellent travail de Samuel Fitoussi, où en fait on voit des dizaines et des dizaines d'exemples de censure, d'autocensure, de réécriture d'œuvres artistiques qui ont fait, d'ailleurs, qui ont plu à travers le monde, donc du coup qui ont rencontré leur marché. On revient au principe du capitalisme, c'est-à-dire qui ont rencontré leur marché, mais par dogmatisme, en fait, on revient en arrière, on réécrit les scénarios. Donc c'est grave, c'est presque l'ordre de l'Inquisition, quoi. Non, c'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'est pas absurde de faire un parallèle avec une nouvelle forme de religion, avec des nouveaux dogmes, en fait. Dernière question, avant de finir cet entretien, c'est-à-dire qu'effectivement, on le voit, vous êtes jeune. C'est un état d'esprit, la jeunesse. Je le dis parce que je travaille avec des moins jeunes et ils sont tout aussi jeunes, voire plus jeunes que moi. Et pourtant, vous incarnez quand même une génération, c'est-à-dire une génération qui a l'air un peu plus décomplexée, qui a un certain espoir, c'est-à-dire en l'avenir de la France, qui essaie de projeter, qui n'est plus dans simplement de la nostalgie, effectivement, qui ne se contente pas que de ça, qui vraiment essaie d'avancer. Quel message vous auriez, en fait, pour les personnes de votre génération, entre 20 ans, 30 ans, qui, justement, hésitent à passer le cap, à innover, entreprendre ? Je dirais qu'on a la chance, une fois de plus, de vivre dans un pays où rien n'est impossible, en réalité. L'histoire nous le prouve 1000 fois. Et évidemment, je leur dirais qu'au vu de l'actualité, parfois on a envie de broyer du noir et que non, il faut avancer, il faut innover, il faut créer. Effectivement, vous parliez du fait qu'il y a un changement de mentalité. Moi, je sens qu'il y a un basculement qui est en train de se faire. Et en fait, c'est de notre devoir, là, les nouvelles générations, que de prendre à bras-le-corps le redressement de la France. Et donc, il faut absolument s'engager de toutes les manières possibles et imaginables. Et en fait, moi, si j'ai développé Epopé aussi, un projet entrepreneurial, c'est parce que je trouvais qu'il manquait d'initiatives entrepreneuriales. Il n'y en a pas beaucoup. Justement, qui défend ces valeurs-là. Et donc, je dis aux jeunes générations, allez-y, engagez-vous, faites-vous plaisir, développez grâce à vos différentes compétences, que chacun a des qualités et des points où il est plus ou moins performant, allez-y. C'est le moment d'y aller. De toute façon, personne ne le fera à votre place. Et moi, il y a quelque chose que j'ai fait qui m'a aidé à avancer aussi, c'est de me couper un peu d'actualité de tous les jours, des chaînes de télévision en continu, parce qu'en fait, c'est hyper anxiogène et ça nous empêche de réfléchir, de penser le monde et de prendre du recul. Voilà. Donc ça, je le dis, c'est important, réussir à déconnecter parfois des réseaux sociaux et les informations, lire par exemple les magazines, c'est très bien. Abonnez-vous à Livre Noir, comme ça vous aurez ponctuellement de l'information, mais globalement, il faut arrêter cette infobésité qui malheureusement nous coupe l'herbe sous le pied, en tout cas nous empêche d'aller de l'avant.
Merci, Romain Maréchal. Je rappelle que merci d'avoir répondu à de nombreuses questions. Je rappelle Merci que pour vous votre êtes invitation. le fondateur de ce projet Épopée, voilà, que nous vous recommandons chez Livre Noir. Nous mettrons les liens en dessous dans la description de cette vidéo et nous encourageons voilà, à soutenir cette entreprise patriote et qui fait avancer les choses pour le cinéma français, qui souhaite un renouveau pour la France. Je rappelle également que nous aussi, nous levons une campagne de dons. Nous avons besoin de 50 000 € pour créer un pôle enquête chez Livre Noir, de façon à enquêter sur l'islamisme et l'extrême gauche. Voilà, nous avons atteint aujourd'hui 40% de ce qu'on souhaitait. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer. Nous sommes déjà lancés dans des enquêtes. Nous avons besoin encore d'un peu plus d'argent pour aller plus loin et vous proposer des choses absolument incroyables. Et je rappelle également que notre magazine est en kiosque depuis le 8 décembre, Une terre de peuple, vers la guerre civile en France. Et nous invitons à vous le procurer. C'est un travail de toute une équipe, un travail de longue haleine. Nous avons fait beaucoup de terrain, nous sommes allés dans des enclaves dites étrangères en France, Marseille et d'autres endroits. Donc voilà, soutenez notre équipe, soutenez Livre Noir. Merci Romain Maréchal. Merci pour votre invitation. Et merci à tous de nous avoir suivis. Chers amis, je suis très heureux de vous annoncer la sortie du nouveau magazine Livre Noir en kiosque le vendredi 8 décembre et déjà disponible en prévente sur notre site www.livrenoir.fr. Ce second numéro, nous l'avons intitulé « Une terre, deux peuples ». Il nous a conduit à mener des enquêtes dans les cités de Marseille, au cœur du trafic de drogue et des zones de non-droit, dans la prison des Baumettes, où sont enfermés les principaux caïds, à Londres, au cœur des manifestations pro-Palestine, avec ses prières de rue et ses marches au cri d'Allah Akbar, en Israël, près de la bande de Gaza ou en Arménie, tous deux confrontés à une nouvelle guerre de civilisation, également sur les routes de la drogue, d'Anvers et les bouleversements démographiques qui bouleversent l'Europe et la France, de Cologne à Roubaix, en passant par la Cité de la Monnaie, à Moran-sur-Isère. Avec une question sur toutes nos lèvres que nous avons posée aux nombreux membres du renseignement, de la sécurité intérieure ou des forces de police que nous avons rencontrés en off pour cette enquête inédite. L'affrontement de ces deux peuples est-il possible? Quelles étapes demain en cas de nouvelles émeutes? Sommes-nous prêts? Quel est le plan en cas d'émeutes aggravées? Que se passera-t-il enfin en 2024 avec le défi sécuritaire des Jeux Olympiques? Et ce que nous avons découvert est glaçant et inquiétant. Depuis les émeutes de juin dernier, la France a basculé dans une nouvelle phase de violence. Avec les pillages, la haine anti-police, la France a découvert que le mal ne rongeait plus uniquement les banlieues du 93 ou de Marseille, mais touchait désormais de nombreuses petites villes, réparties sur l'ensemble du territoire. Les cités ne sont plus en vase clos, elles s'exportent désormais dans les villages environnants, dans une perspective de conquête de territoire, comme nous l'avons malheureusement vu cette semaine. Fruit de 40 années d'immigration massive, notre société a produit de jeunes racailles issus de l'immigration de 16, 17, 18 ans de nationalité française, qui faisaient de la haine anti-France un moteur. Cette haine, cette deuxième société, a causé de nombreux morts, dont celle plus récente de Thomas, frappé dans le petit village de Crépol par une bande de jeunes de cité comme on dit. Aujourd'hui, sur une terre, il y a désormais deux peuples. Alors qu'ils n'ont pour certains connu que la terre de France, ils refusent d'avoir les mêmes martyrs. Alors qu'ils enterrent leurs morts sur le même sol que nous, ils veulent leur propre cimetière. Il y a un peuple qui pleure sa petite sœur assassinée, ses bébés attaqués au couteau, sa fille traînée sous une voiture, ses professeurs égorgés. Il y en a un autre qui pleure son petit ange, ses jeunes des quartiers, ses victimes du racisme. Qui parmi nous eut une larme pour Ziad Ebouna? Qui parmi eux en eut une pour Lola? Qui est ce deuxième peuple dont nous parlons en couverture? Car le premier, personne n'en doute, est celui qui peuple les terres gauloises depuis des millénaires, qui vécut la défaite de Vercingétorix, le baptême de Clovis, la guerre de 100 ans, la construction de Versailles et l'épopée impériale. Or, depuis maintenant 3/4 de siècle, ce peuple disparaît, et un autre le remplace, le grand remplace, selon une expression devenue courante. Alors quel est ce deuxième peuple? Venu par bateau ou par avion, principalement de l'autre côté de la Méditerranée, il est le produit de l'immigration, de ce phénomène de grand déplacement dont nous parlions dans notre premier magazine. Il est artificiel, c'est un agrégat contre nature de pays aux religions différentes, avec leurs mœurs et leurs rancœurs. Ce deuxième peuple s'est formé d'abord autour d'une condition, la misère, le parquage dans des cités de béton, le rêve français des 30 glorieuses. Puis, dans cet entre-soi, de cette association de faits sont nées des causes. Il y a eu d'abord les revendications sociales, ensuite la colonisation qui induisit le chantage mémoriel. Ayant compris le profond souci du faible des Français, ils se firent victimes. S'opposer à eux, c'était les oppresser, être raciste. Le péché originel français
est depuis impardonnable. Aujourd'hui, il s'agit de la Palestine, que celui qui nie l'existence de la Oumma, d'une civilisation agrégée autour de l'islam, aille faire un tour en Arabie ou au Maghreb. Les Palestiniens sont des fidèles, ils subissent une forme de colonisation, ils sont donc des frères. Bien naïf serait celui qui penserait que ce sentiment d'unité disparaît au nord de la Méditerranée, comme le nuage de Tchernobyl en Savoie. Il suffit d'ailleurs de voir ce que l'on voit, ce que nous avons fait sur place. En Angleterre, ce n'est pas une rue arabe que nous avons observée, mais le Londonistan. Ville perdue où les Anglais de souche sont aujourd'hui minoritaires, elle a réuni plus de 300 000 musulmans et 10 000 dans ses rues. Pour certains ouvertement djihadistes, pour d'autres simplement antisionistes, ils défilaient pour leurs frères palestiniens qui subissent les phrases israéliennes selon eux. Le multiculturalisme à l'anglaise, sans restrictions migratoires conséquentes, a prouvé ses faiblesses. Leurs frères ne sont pas ceux qui partagent leur passeport, bien qu'ils en aient souvent deux, mais leurs frères en foi. En France, la situation n'est guère plus positive. Alors que 400 000 étrangers entrent chaque année sur notre territoire, ils forment désormais un poids démographique qui paralyse l'État. Après tout, Emmanuel Macron n'a-t-il pas refusé de participer à la marche contre l'antisémitisme sur les conseils de Yacine Bellatar qui avertissait d'éventuels nouveaux soulèvements dans les quartiers? Le deuxième peuple français a son poids politique, ses élus, les islamo-collabos, ses curés, les imams et sa propre économie, souvent parallèle. Un peuple disparaît, un autre le remplace. Le deuxième peuple est là, à Londres comme à Paris, et croît chaque année. Jusqu'à être majoritaire, chaque année le territoire français se réduit. À l'œuvre depuis des décennies, le deuxième peuple, en constante croissance, étend son emprise sur de nouvelles terres, les transformant en quartiers maghrébins, africains ou arabes. L'exemple de Saint-Denis est sans doute le plus frappant. Au cœur de la ville se tient encore une superbe basilique, abritant notre histoire, celle de ces rois et grands hommes qui forgèrent notre pays. Autour de ce bastion sacré, les hommes et les rues, les commerces et les poussettes ont bien changé. C'est bien simple, ici comme ailleurs, on ne sent plus la France. Qui s'est déjà rendu dans les quartiers nord de Marseille et en est ressorti plus français? Quand nous y sommes allés, nous n'avons vu qu'une terre étrangère, contrôlée par une économie parallèle. Même chose dans d'autres quartiers nord, à Anvers cette fois-ci, où une partie de la ville est irriguée par l'argent de la cocaïne et du cannabis. Finalement, le deuxième peuple a réussi à s'approprier une terre et un système. Ces zones de non-droit portent en fait bien mal leur nom. Simplement, leurs droits, leurs lois, leurs codes ne sont pas ceux de la France. On peut y retrouver la loi du talion ou celle du plus fort, une charia stricte ou même des réglementations imposées par les barons locaux de la drogue. C'est bien là-bas que naît l'insécurité qui explose dans tout le pays. Le deuxième peuple y tient comme une base où les règlements de compte sont légion. Quand la police française tente une incursion dans ces terres qui relèvent théoriquement de sa juridiction, elle se fait caillasser. On lui somme de plus de revenir. Les prisons françaises regorgent d'habitants de ces quartiers pour un tiers d'étrangers. Dans celle des Baumettes, non loin de Marseille que nous avons visitée, on retrouve nombre de délinquants et criminels du trafic de stupéfiants. Au moins, certains sont incarcérés. Pourtant, la justice française est aujourd'hui confrontée à deux problèmes majeurs, le laxisme gauchiste des juges et le manque de places de prison. Nombreux sont ceux qui sont relâchés avec du sursis et que l'on retrouve quelques semaines ou quelques mois plus tard dans une autre affaire. La police est épuisée, découragée, elle ne se sent pas soutenue et l'insécurité grimpe en flèche devant l'absence totale de solution. Les quantités de drogue saisies sont toujours plus impressionnantes, d'année en année, mais rien n'y fait. Évidemment, c'est toute cette deuxième France qui s'enrichit en parallèle. Irriguée par cette manne financière inarrêtable, pour cet État veule et impotent, elle prospère, elle se développe, elle croît sans cesse. Désormais, elle est armée. Sur le dark web ou par des réseaux de trafiquants bien organisés, elle a acquis des armes de guerre qui lui permettent de lutter à armes égales en cas d'affrontement contre la police ou même contre le peuple historique. Disons que cela dépend des jours. La sécession se fait dans tous les aspects de la vie, des mœurs à la musique, de la religion à la langue, de la politique à l'économie. Finalement, le deuxième peuple s'est trouvé, chez nous, une deuxième France. La guerre civile n'aura pas lieu parce qu'un homme de gauche ne tue pas un homme de droite pour ses idées, et vice-versa. Si la guerre vient, elle impliquera nécessairement un autre peuple, qui a ses propres mœurs et ses propres morts. Si la guerre vient, elle ne sera pas fratricide. Alors pour nous soutenir et recevoir votre magazine chez vous, la veille de sa parution en kiosque, je vous invite d'ores et déjà à commander
ce numéro exceptionnel en ligne sur notre site www.livrenoir.fr. Merci à tous de votre soutien. On espère que ce numéro vous plaira. À très bientôt.